Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, summa salatu wassalam ala rasulillah. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum. Bienvenue sur la télévision Al-Bayan dans votre émission L'invité d'Al-Bayan. Souvenez-vous, la journée nationale de l'excellence édition 2022 s'est tenue le vendredi 5 août 2022 au palais de la présidence de Côte d'Ivoire. La cérémonie au cours de laquelle 84 personnes morales et physiques ont été distinguées. Et parmi elles, nous recevons l'un des lauréats. Il est lauréat du prix national du développement des médias, M. Lansina Sermé. Monsieur Sermé, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue à vous. Alhamdulillah, avec beaucoup de plaisir. Pour commencer, félicitations. Merci. Pour ce prix. Je rappelle que c'est le prix pour le développement des médias. Je rappelle que vous êtes journaliste et vous êtes le président du REPRELSI, le réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire. Alors, la première question, c'est surtout déjà, quelles sont vos impressions à l'annonce de ce prix de développement des médias? De prime abord, je tiens à vous remercier pour cette aimable invitation. Et pour en revenir à votre première question, c'est un sentiment de fierté, un sentiment de joie qui nous a animés lorsque nous avons été désignés donc prix d'excellence pour le développement des médias pour l'édition 2022. Nous sommes tout de suite dit que tout ce que nous faisons au quotidien est su et regardé par les uns et les autres, les personnes, les citoyens lambda, les institutions. Et c'est pourquoi nous avons estimé que c'est un devoir pour nous de reconnaître, n'est-ce pas, ce mérite qui a été célébré par la nation tout entière à travers le président de la République qui a initié ce prix pour encourager ceux des nôtres qui se seraient illustrés de la meilleure des manières dans leurs différents secteurs au cours de l'année. Et pour notre part, c'est en même temps une exhortation et une invite à mieux faire, sinon à garder le cap. Et c'est ce que nous allons nous atteler à faire après donc l'obtention de ce prix d'excellence, Inch'Allah. Alors, en termes de parcours professionnel, je le disais, vous êtes le président du REPRELSI, le réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire. Vous avez été élu en décembre 2019, suite bien sûr à l'Assemblée générale élective. Alors, quand on parle de presse en ligne, aujourd'hui, on le voit, Internet a pris le dessus, tout le monde est sur Internet aujourd'hui. Alors, comment, en tant que journaliste qui fait la promotion, n'est-ce pas, du contenu en ligne, comment vous arrivez, n'est-ce pas, à tirer votre épingle du jeu? D'abord, notre association a été créée en 2006. Il y a eu un premier président, un second, je suis un deuxième, donc je suis donc le troisième président du réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire. En 2006, vous savez, pour remonter un peu en arrière, on constate qu'en 2006, il n'y a pas trop ce développement qu'on connaît aujourd'hui de l'Internet en Côte d'Ivoire. C'est un phénomène nouveau. Donc nos prédécesseurs, ceux qui ont conçu et créé cette association, ont eu le nœud creux, ont eu ce flair-là pour comprendre que c'est un système, un mode de communication qui va compter demain. Donc il fallait s'organiser à créer les conditions du point de vue juridique pour qu'on puisse accueillir ce nouveau mode de communication du journalisme avec un peu plus de sérénité. Et c'est ce qui a été fait. Et en 2004, toujours, il y a eu une loi sur la presse portant un régime juridique de la presse. Il y a également une loi portant un régime de la communication audiovisuelle, donc on appelle les lois jumelles. Mais la loi, en ce qui concerne donc le régime juridique de la presse, ne prenait pas en compte la presse en ligne, ne prenait pas en compte les nouveaux médias. Et donc il fallait travailler en sorte que à la prochaine, au prochain remaniement de cette loi, que ce volet-là soit pris en compte. Et c'est ce que nous avons fait. Notre association y a travaillé. En 2014, nous avons été invités à un atelier à Grand Bassam pour travailler sur ces textes de 2014.
2024 en vue donc de la modification qui devrait être intégrée pour prendre en compte notamment les nouveaux médias, la presse en ligne. Et c'est ce qui a été fait. Et Dieu merci, cette nouvelle loi a été promulguée depuis décembre 2017 et désormais la presse en ligne est prise en compte par cette nouvelle loi. La presse en ligne est régulée au même titre que la presse imprimée, que les autres types de médias classiques que nous connaissons. Aujourd'hui, donc, nous sommes heureux parce que nous estimons que notre combat, notre plaidoyer a porté. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un cadre juridique qui nous permet d'évoluer dans le même cadre que les autres presses classiques qu'on connaît, la radio, la presse imprimée, la télévision, parce que désormais, régie par la loi portant un régime juridique qui a été promulguée en décembre 2017. Alors, à côté de l'aspect juridique, il y a l'aspect économique aussi important. Aujourd'hui, quel est le modèle économique de la presse en ligne quand on sait que sur 60 entreprises de presse en ligne enregistrées, il y a moins d'une dizaine qui arrivent véritablement à produire du chiffre d'affaires? Oui, c'est une très belle question parce que, voyez-vous, beaucoup de personnes accourent vers les médias en ligne, les médias numériques, pensant que c'est aisé, c'est facile, sans pour autant prendre la peine de mener une étude, de bien mener la réflexion, pourquoi je veux créer une entreprise, quelle est ma cible, qu'est-ce que je veux, etc., etc. Donc ce sont des étapes préalables. Parce qu'une entreprise de presse n'est pas différente d'une entreprise classique qui est dans l'agroalimentaire, etc. Tout ça, parce que c'est in fine des produits, des services que nous vendons à des cibles, à des populations, à des consommateurs tout court. Donc pour mettre sur le marché un tel produit, il faut savoir ce qu'on veut, il faut savoir ce que le consommateur attend de nous, il faut savoir ce que la cible attend. Donc pour être précis sur votre question, il n'y a pas de modèle économique figé. Parce que j'ai l'habitude de le dire lors de mes conférences, mes interventions, pour dire que si on pense qu'on va trouver un modèle économique sur lequel tout le monde va copier, non, on se trompe. Chacun crée son modèle économique selon ce qu'il a envie de faire, selon son inspiration, selon ce qu'il entend de faire, en fonction de ce qu'il anime en créant son entreprise de presse numérique. Donc, à ce niveau, il y a pas mal d'entreprises qui pataugent encore, vous l'avez dit, les chiffres sont effroyables parce que nous avons un peu plus de 60 entreprises de presse numérique légalement constituées qui éditent un peu plus de 80 sites d'information parce qu'une seule entreprise peut éditer 2 ou 3 médias en ligne. Donc nous avons un peu plus de 80 sites en ligne en Côte d'Ivoire, légalement constitués au regard donc des textes. Malheureusement, une dizaine d'entreprises arrivent à tirer son épingle du jeu parce que la grande majorité est venue dans ce secteur sans études préalables, sans maîtriser les tenants et les aboutissants du secteur. Il y a aussi cette concurrence, on dira peut-être déloyale, que mènent les géants du web concernant la question de la publicité. Quand je parle des géants du web, il s'agit des GAFAM, voilà, notamment Google, etc. Alors, comment vous arrivez, aujourd'hui vous parlez de publicité ou encore d'autorégulation et labellisation des sites en Côte d'Ivoire. Comment arriver à cette autorégulation? D'abord, pour parler de publicité, voyez-vous, le combat continue. On s'est battu pour être pris en compte dans la loi. Et il y a deux aspects très importants qui méritent d'être soulevés, notamment la publicité. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la publicité programmatique. Donc les géants, les grosses entreprises préfèrent passer par des géants pour afficher leur publicité. Et donc ces géants orientent ces publicités vers des sites ou alors vers des pays selon donc la cible du produit dont il s'agit de faire la publicité. Et tout ça, c'est un manque à gagner pour les entreprises de presse numérique. Mais c'est un combat qui doit se faire par zone géographique, je pense. Sinon, un seul pays ne peut pas mener ce combat et le gagner. Parce que je prends le cas de notre pays, nous sommes à la limite 30 millions, un peu moins de 30 millions d'habitants. C'est une goutte d'eau quand on regarde la population mondiale et où ces pays, où ces géants de l'Internet sont installés, etc. Tout ça. Donc si un pays ne veut pas être desservi par ces géants, je ne pense pas que ça coûte grand-chose
pour ces géants. Donc, du coup, ce sera peine perdue comme combat à mener. C'est pourquoi ce serait intéressant d'avoir une synergie des pays, des zones. Je prends notre cas, par exemple, la zone UEMOA, la zone CEDEAO, et pourquoi pas l'Union africaine, comme cela s'est passé dans la zone de l'Union européenne. Les gens sont allés ensemble et ça a abouti. Et il y a eu un résultat. Et je pense que c'est ce que nous devrons faire ici. Et nos États doivent prendre le leadership à ce niveau pour pouvoir mener le combat afin de pouvoir le faire aboutir. Inch'Allah. Merci beaucoup, M. Lanciné Sermé. Alors, je rappelle à ceux ou celles qui nous prennent en marche, vous suivez l'invité d'Al-Bayan. L'invité d'Al-Bayan aujourd'hui, M. Lanciné Sermé, qui est le lauréat du prix d'excellence du développement des médias. Il est journaliste, agencier et il est le président du REPRELSI, le réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous faisons un tour d'horizon sur, bien sûr, son actualité, son parcours professionnel, mais également académique et associatif. Alors, M. Sermé, je sais que c'est un sujet qui vous passionne beaucoup quand on parle d'Internet, mais on veut aussi vous connaître davantage. Et pour vous connaître aussi, il faut passer par l'AUMC, l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, où vous avez été vice-amir sous le mandat de Maître Amadou Camara. C'est dans les années 2008 et 2010. Alors, parlez-nous de cette période de votre vie. Oui, merci beaucoup. C'est une période importante de ma vie. Moi, j'ai commencé l'AMC en 1993 au lycée municipal Guibo Sunkalo de Bouaké, où j'ai fait tout mon parcours secondaire. J'ai été donc le président de la section du lycée municipal Guibo Sunkalo de Bouaké, ensuite président du sous-comité 1 de Bouaké, ensuite secrétaire régional de la vallée du Bandama. Et quand nous sommes arrivés à Abidjan, quand l'amir Amadou Camara a été désigné à la tête de notre association, il m'a fait l'honneur de m'appeler à ses côtés et m'a nommé en qualité de premier vice-amir. Nous avons travaillé à ses côtés, nous avons apporté notre petite contribution à l'évolution de cette maison commune qu'est l'AUMC. Et quels sont les plus beaux souvenirs que vous retenez de ce mandat? Ah oui, vous savez, dans notre jargon, dans le milieu de l'AMC, l'ami Camara, on l'appelle l'Amir Choco. Donc Amir Choco qui arrive à la tête de la structure, qui essaie de briser, de casser les côtes. Je me souviens très bien, un jour, il y a l'imam central, l'imam Sekou Silla, qui demandait « Camara, pourquoi on t'appelle Amir Choco ?» Et du nom, l'ami Choco, c'est un ami de proximité. C'est un ami qui est toujours aux côtés de la base. Apparemment, on n'a pas les mêmes définitions. Apparemment, on n'a pas les mêmes définitions. Hein. Non, non, c'est comme ça il a répondu. Il a toujours ce brin d'humour, l'ami Camara. Et ça m'a beaucoup marqué. Effectivement, l'ami Camara était beaucoup, tout comme les autres amis qui sont passés avant lui, sont allés au contact, n'est-ce pas, des AUM6, des sections, des sous-comités, des secrétariats régionaux pour toujours faire maintenir cette flamme de l'AUMC. Et je pense que j'en garde un très bon souvenir. On a eu la formation religieuse, on a eu la formation managériale, parce qu'au cours des séminaires de l'AUMC, des formations, ce n'est pas que des formations religieuses. Hein, la formation associative, comment diriger une association, qu'elle soit islamique ou pas, comment s'apprêter à affronter la vie professionnelle, ce sont des éléments que nous avons appris au sein de l'AMC. Donc aujourd'hui, l'AMC fait partie intégrante de notre vie. Et parlant de séminaire, cette année, le SENAFOI, le Séminaire national de formation islamique et managériale, s'est tenu à Bouaké-Chevaux, votre terre natale, Bouaké. Vous avez fait votre parcours académique et cette année, vous étiez aux côtés de vos jeunes frères. Oui, je voudrais donc profiter de cette occasion pour saluer tous les anciens de l'AMC de Bouaké qui, quand ils se sont retrouvés ici à Abidjan, ont estimé qu'il était important de se retrouver dans un cadre.
Donc c'est ainsi qu'un réseau a été mis en place, dénommé REFAB, Réseau fraternel des anciens de l'AEMC de Bouaké. Et ce réseau s'est donné pour mission essentielle d'apporter un coaching à nos cadets qui sont encore sur le terrain, qui font un travail remarquable et formidable. Voyez-vous, les générations se suivent mais ne se ressemblent pas du point de vue morphologique. Déjà aujourd'hui, vous allez dans une section, dans un sous-comité, quand vous voyez les présidents de section, ils sont tout petits. Donc à l'image même donc, de la composition même des élèves et étudiants ces dernières années. Et c'est comme ça. Donc ces enfants, ces petits frères, ces cadets ont besoin de notre encadrement, de notre soutien. C'est ce que nous faisons. Et aujourd'hui, donc, au nom de ce réseau, moi, j'ai été donc à Bouaké à la tête d'une délégation pour aller soutenir le comité exécutif de l'AMC qui a organisé donc la 33e édition du Sénafois à Bouaké. Et je pense que ça a été une belle réussite, ne serait-ce qu'à travers les chiffres que nous avons eus. Nous avons eu près de 1073 participants. Et à la cérémonie d'ouverture, ces chiffres ont été communiqués devant les personnalités qui étaient là, notamment notre chef Aïma Ousmane Diakité qui était là, le ministre des Transports Amadou Kone qui était donc le parrain. En tout cas, ça a été une bonne session de formation et de retrouvailles à Bouaké. Et qu'est-ce qui fait la particularité de Bouaké? À Bouaké, dans l'histoire de l'AEMC, Bouaké a été l'une des villes les plus dynamiques. Lorsque nous faisons nos premiers pas à l'AEMC, nous avons trouvé en place une AMC, en ce moment on appelait Bouaké. C'était des coordinations en fait, parce que l'AMC a connu plusieurs évolutions pour coller un peu à la réalité, au dynamisme de la structure. Il y avait donc les coordinations, ensuite il y avait les sous-comités, les sections, etc. Donc ce sont les coordinations qui ont été transformées aujourd'hui en secrétariat régional. Donc en son temps, c'était la coordination à Bouaké, mais Bouaké, quand Bouaké venait au comité exécutif pour les activités de l'AMC, Bouaké s'est toujours fait remarquer positivement à tout point de vue. Donc Bouaké, c'est une ville, on va dire, la capitale islamique de Bouaké, de la Côte d'Ivoire, parce qu'il y a eu pas mal de personnalités, de personnes qui ont été formées à Bouaké. Et là, nous sommes fiers d'en parler, et chaque fois avec beaucoup d'émotion. Alors, Monsieur Lansina Sermé, nous sommes toujours avec vous pour parler bien sûr de votre parcours sur différentes facettes. Nous avons parlé bien sûr de ce parcours associatif auprès de vos jeunes frères, l'AEMC. Quel est le message que vous transmettez à chaque occasion lorsque vous les rencontrez? Alors, ce message se résume, n'est-ce pas, en cette disposition de la charte de l'AEMC. Je crois bien, si mes souvenirs sont bons, dont l'auteur est notre aîné Ibrahim Kone Diboula. C'est sous ce nom-là qu'on le connaît très bien dans notre jargon de l'AMC. Et pour paraphraser cette disposition, l'AMC est comme une bâtisse, c'est une maison en construction. Et chacun vient poser sa pierre pour la construction de l'édifice. Donc ça veut dire quoi? Que des aînés ont posé des pas. Ils ont conduit la structure à un certain niveau et, n'est-ce pas, l'ont laissé à un niveau bien donné. Et nous arrivons, il nous appartient d'apporter notre contribution, de venir poser également notre pierre au-dessus de celle qui a été posée par nos prédécesseurs et nos aînés. C'est ainsi que nous allons construire la maison AMC, c'est ainsi que nous allons bâtir la maison AMC. Et je pense que chaque AMC doit pouvoir l'intégrer pour dire que nous n'allons pas rester éternellement à UM6. Mais au moment où nous sommes aux affaires à l'AMC, nous devons apporter notre contribution à la construction de cette famille, à la construction de cette maison. Et parlant de contribution, votre contribution a été récompensée en tant que lauréat du prix d'excellence du développement des médias édition 2022. Et l'un de vos combats également, c'est les fake news. On parle de développement des médias, mais en même temps, les médias sont confrontés à beaucoup de difficultés, beaucoup de fléaux. Aujourd'hui, les fake news, les fausses informations sur Internet. Alors, je me rappelle, vous avez mis en place une initiative, le projet Ivoire Check, voilà, un site qui permet de vérifier, de traquer toutes les fausses informations sur Internet liées notamment à la pandémie du coronavirus. Parlez-nous-en. Merci beaucoup, Eladj. Aujourd'hui, les fake news, bon, c'est un anglicisme, hein. Sinon les fausses informations sont aujourd'hui un fléau mondial, un fléau qui préoccupe les États, même les États développés, les moins développés, les États en voie de développement, les citoyens. Donc, ça préoccupe tout le monde.
Et nous, en tant que professionnels donc, des médias en ligne, nous sommes dit à un moment donné qu'on avait une contribution à apporter. Et le déclic est parti donc, de la saisine des populations riveraines de Yopougon. Il y a eu une situation où un patient a dû être sorti de son domicile par le groupement des sapeurs-pompiers militaires pour être orienté vers un centre de santé. Et tout de suite, la population riveraine, les voisins de ces derniers ont tout de suite annoncé que c'est une personne qui a été atteinte de la pandémie de Covid-19 parce que c'était donc quelques jours après la survenue de cette pandémie en Côte d'Ivoire. C'était en mars, le premier cas a été détecté en Côte d'Ivoire le 11 mars 2020 et quelques jours après, il y a eu donc cette situation et la population nous a envoyé ces éléments qui ont été diffusés sur les réseaux sociaux pour vérification. Donc on a vérifié selon donc la procédure journalistique et ensuite on a donné la bonne information à la population concernée. Il y a eu d'autres cas comme ça qui se sont répétés. On s'est dit tout de suite, il y a un besoin qui est là. La population a besoin d'être informée utilement, a besoin d'être informée de façon professionnelle. Pourquoi ne pas mettre en place une initiative qui nous permet donc d'apporter cette contribution? Et c'est ce qui nous a amené à créer donc la plateforme Ivoire Check, qui est donc une initiative de lutte contre les fausses informations. Et vous avez parlé aussi de laboratoires de fake news, des laboratoires même, des laboratoires qui ont été même dissous, on se rappelle, à l'approche de la présidentielle en 2020 par des géants de l'Internet, ici même en Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, pour la population, quels sont les outils dont ils disposent pour vérifier une information lorsqu'elle est publiée sur Internet? Alors, je voulais dire tout à l'heure que j'ai parlé de l'importance de ce phénomène, donc les fake news. Voyez-vous, même les géants, les GAFAM dont vous avez fait cas tout à l'heure, ont commencé à avoir un système d'autorégulation. Aujourd'hui, si vous tenez un discours xénophobe, vous avez des propos haineux, des messages haineux, vous risquez de vous faire suspendre, n'est-ce pas, par ces GAFAM, parce que tout le monde a compris donc l'effet négatif de ces messages haineux, etc., tout ça. Donc, cette forme d'autorégulation s'étend à tous les niveaux. Donc, nous, en tant que professionnels, nous faisons l'autorégulation également pour pouvoir canaliser les uns et les autres. Donc, pour en revenir à votre question, il y a pas mal d'outils qui sont disponibles aujourd'hui pour permettre à la population d'avoir la bonne information. Mais, entre autres, ce que nous devons intégrer, c'est d'avoir le bon réflexe. Le bon réflexe de vérifier une information. Mon frère Elhadj Kanaté me transmet un message tout de suite par un réseau social, WhatsApp, ou etc., ou d'autres types de réseaux. Mais le premier réflexe, c'est de chercher à savoir qui est la source de cette information. Et la source peut être Elhadj Kanaté, parce que lui, il est journaliste, c'est lui qui m'a transmis l'information. Mais vous allez voir que c'est un message qui est signé soit par un médecin, par un professeur, etc. Donc, il faut avoir ce réflexe de vérifier. Et les premiers éléments de vérification, de savoir l'auteur du message. Donc, si j'ai l'auteur du message, c'est un message, par exemple, qui parle de la santé. Donc, l'auteur, je regarde, c'est un médecin. On me dit, médecin, tant, il est en service dans tel centre, dans tel hôpital, etc., etc. Ça veut dire que ce sont des indices qui permettent de pouvoir vérifier la véracité et l'existence de la personne dont il est question. Donc, du coup, ce sont des éléments qui peuvent nous permettre, n'est-ce pas, d'attester la véracité de l'information qui est donnée ou pas. Mais si, au bas du message, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de signataire, on dit seulement partagez, 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 ou bien faites large diffusion pour sauver des vies, alors il faut prendre de tels messages avec beaucoup de précautions parce qu'en règle générale, ce sont des fake news. Merci beaucoup, M. Lansina Sermé. Nous sommes au terme de cet entretien déjà. Déjà, hein? Oui, mais avant, bien sûr, de mettre un terme, votre message à l'endroit de la jeunesse, comme je le disais, vous êtes lauréat et votre parcours force l'admiration. Quel message vous avez à l'endroit de la jeunesse qui nous regarde en ce moment? Je dis à la jeunesse de ne pas désespérer, de travailler, rien que le travail, et de bien faire ce qu'on a décidé de faire. Voyez-vous, quand vous regardez la composition des 84 lauréats, c'est dans tous les secteurs. Même les artisans sont récompensés. Tout le monde est récompensé. Donc je veux dire, je suis un mécanicien, mais je suis un artisan. Je fais bien mon travail
avec passion, avec sérieux, avec rigueur, je vais me faire remarquer. Je vais me faire remarquer et je peux être récompensé. Et c'est comme ça qu'on bâtit, n'est-ce pas, sa réputation, avec le sérieux, avec la rigueur. C'est extrêmement important. J'insiste sur ces deux notions. Ne pas aussi tout de suite penser que, bon, dès que je fais ça, la récompense vient tout de suite. Non, non, il faut être endurant, il faut être patient, il ne faut jamais se lasser, il ne faut jamais se décourager. Merci, M. Sermé. Merci. Et c'est sur ces conseils que nous mettons un terme à cette émission. M. Lansina Sermé, lauréat du prix d'excellence du développement des médias, président du REPRELSI, le réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire. Avec lui, nous avons abordé son parcours professionnel, académique, mais également associatif. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur la télévision Al Bayan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.